Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette 19e émission de Radio Mortimer. Cette fois-ci, nous avons la chance de tourner dans un lieu qui détonne dans le paysage théâtral parisien, chargé d'histoire et chargé de mémoires diverses et variées, le théâtre Déjazet. À toutes et tous qui nous écoutez, Radio Mortimer est toujours le rendez-vous de passionnés de théâtre qui se réunissent chaque mois pour parler et débattre des spectacles qu'ils ont vus, le tout dans une ambiance chaleureuse qui voyage depuis notre micro pour venir se loger avec douceur dans votre oreille frémissante. J'en profite pour vous rappeler que nous sommes disponibles à tout moment sur vos dispositifs électroniques portables via les internets sur YouTube. Parmi nos camarades de ce soir, on retrouve Théâtre Côté Cœur. Bonsoir. Quatrième Mur. Bonsoir. Théâtrel. Bonsoir. Aparté. Bonsoir. Le Galopin. Bonsoir. Titi Katiam. Bonsoir. Nouvelle Claque. Bonsoir. Et Roger 42. Bonsoir. Ils sont présents pour nous parler de ce qui a mis de la chaleur dans leur cœur, mais aussi de ce qui les a complètement refroidis. Ce mois-ci, nous nous attarderons sur Fanny et Alexandre, mis en scène par Julie Deliquet à la Comédie Française. J'ai pris mon père sur mes épaules d'Arnaud Meunier au Théâtre du Rond-Point. Rabbit Hole de David Lindsay Habert, mis en scène par Claudia Stavisky au Théâtre des Bouffes Parisiens. Et enfin, du Misanthrope de Peter Stein et de La Perruque de Lambert Wilson que vous pourrez retrouver au Théâtre Libre. Nous allons commencer avec la première pièce débattue de ce soir, Fanny et Alexandre, mis en scène de Julie Deliquet. Donc la nouvelle création du français est présentée dans la salle Richelieu dans une mise en scène de Julie Deliquet qui, après un Vania fort remarqué, propose ici de faire rentrer Bergman dans le répertoire avec ce matériau protéiforme, œuvre testamentaire de l'artiste, d'abord un ouvrage, puis adapté à la télévision et au cinéma. Elle invite alors les interprètes au grand banquet de Noël des Ekdal. Oscar, le fils d'Helena Ekdal, a pris la relève de sa mère à la direction du théâtre. Après sa mort précipitée, son épouse Émilie, également actrice, semble retrouver en la personne de l'évêque luthérien Edvard Vergerus une voix à même de redonner du sens à son existence. Dès lors, sa vie et celle de ses deux enfants, Fanny et Alexandre, sombrent sous l'emprise de la violence spirituelle de cet homme sanguin. Donc je cite un tweet de Philippe Meyer qui dit sur les réseaux sociaux « Les applaudissements qui saluent Fanny et Alexandre dans la mise en scène de Julie Deliquet à la Comédie Française ont une intensité rare, celle qui vient de ce que l'on peut espérer de mieux d'un spectacle, être surpris. » Pour en débattre avec nous ce soir, Théâtrel, Quatrième Mur et Théâtre Côté Cœur. Je laisse la parole à Théâtre Côté Cœur. Est-ce que vous êtes d'accord avec le tweet de Philippe Meyer? Tout à fait. C'est un pur bonheur que ce spectacle. Une surprise, oui. Personnellement, je ne suis pas très fan de Bergman. C'est un univers qui est un peu compliqué, un peu sombre pour moi. Et j'avais pas mis ce spectacle sur mon abonnement. À la faveur des retours très positifs et d'un heureux hasard, j'ai pu assister à une représentation et c'était un vrai bonheur. C'est un hymne, une déclaration d'amour au théâtre, avec deux parties très différentes. La première partie où on est dans cet univers du théâtre de la famille Ekdal, où règne la joie, la bonne humeur, la convivialité, la vie. Et ce bonheur s'arrête le jour où Oscar meurt et où le destin de ses enfants, de sa famille, de sa femme Émilie et de ses enfants Fanny et Alexandre va basculer lorsqu'elle va épouser l'évêque qui est joué magistralement par Thierry Ansys, qu'on adore détester tellement il est cruel, guindé et abject avec les enfants, pervers, oui, enfin il a tous les défauts que peut avoir quelqu'un de malade finalement. Et il y a une deuxième partie donc beaucoup plus sombre et en même temps on est sur quelque chose qui à la fin va tourner vers l'optimisme avec toute la magie du théâtre, avec ces décors qui se soulèvent, qui passent d'un espace à l'autre et où la gaieté et la joie de vivre va finir par l'emporter. Mais alors, c'est là où je ne suis pas tout à fait d'accord. Du moins sur cette interprétation, parce que alors je trouve que c'est une pièce qui cache bien son jeu, parce qu'effectivement il y a une apparence comme ça au début, cette scène de famille, de Noël, où tout le monde est dans la joie, et du reste c'est absolument incroyable de virtuosité théâtrale.
Ça, Julie Deliquet, pour les scènes de groupe, elle est absolument incroyable parce que Il y c'est a un très très naturel. dur. C'est très très dur à jouer les scènes de groupe comme ça où chacun a une petite phrase et elle le fait avec une facilité. Elle avait déjà fait ça dans Vania et je trouve que là, vraiment, c'est absolument incroyable. Mais moi, je me suis posé la question de savoir si justement la fin que tu dis être heureuse, est-ce que c'est réellement une fin heureuse ou est-ce que c'est un fantasme? On ne sait jamais dans la pièce, quand on est dans la pièce, quand on est dans le rêve, quand on est dans le jeu, quand on est dans le jeu du jeu, puisque en même temps, il y a aussi des dialogues avec le public dans le cadre de la pièce. Et il y a au tout début, il y a un moment extrêmement amusant parce que Podalides fait une introduction en disant « Ma mère ce soir est dans la salle » et tout le monde s'est retourné pour regarder si effectivement, on ne savait pas si c'était vraiment la mère de de Podalides qui était là ou pas. Et c'était absolument... Bon, puis après, on s'est rendu compte que non. Mais il y a toujours une espèce de mélange entre la réalité et la fiction qui fait que moi, je me suis posé la question de savoir si c'était pas un fantasme, finalement, cette fin. Avec l'arrivée de Morgenstern. Oui. C'était tellement difficile à vivre comme c'est la fin de l'enfance, la fin de l'adolescence, le deuil, etc. Si finalement, quelque part, cette fin... Deus ex machina, un peu sortie de nulle part, n'était pas finalement... Fantasmé, ça pourrait être... Est-ce que c'était le cas dans le film ou dans la série? Eh bien, je ne me souviens plus. Je l'ai vu il y a très très longtemps, ce film. J'ai dû le voir à la sortie, donc tu vois, ça date. Et je ne me souviens plus du tout. Mais quoi qu'il en soit, je pense que justement laisser une part de doute ou de questionnement sur est-ce que c'était réel, est-ce que c'était pas réel, ça fait partie de la magie du théâtre. C'est qu'en fait, il appartient à chaque spectateur de se faire sa propre idée selon son propre idéal ou son propre inconscient. Moi, j'ai trouvé, alors j'avais pas vu ni le film ni la série, et sincèrement, je ne connaissais pas du tout l'histoire. J'ai réservé sur le seul nom de Julie Deliquet, et puis évidemment de la Comédie Française. J'ai trouvé que le contraste entre les deux parties, la partie pleine de vie, pleine de joie, avec des décors, avec des guirlandes qui signifient la fête, et avec la deuxième partie qui est sombre, qui est totalement opaque et glaçant, avec ces décors très très monacal, je trouvais que ça c'était vraiment très brillamment mis en scène et scénographié. Les comédiens sont impeccables. Alors, dans un premier lieu, je dirais Poda, qui est extraordinaire en fait. Dès qu'il arrive, dès qu'il fait son petit discours d'introduction en avant-scène, avant même le début de la pièce, mais en fait c'est déjà le début de la pièce. Tout de suite, il arrive, il habite l'espace, on ne voit que lui, et pourtant il a cette espèce de génie, c'est-à-dire qu'il est omniprésent. On ne voit que lui, il a cette voix qui est magnifique, qui prend l'espace, et il arrive à jouer quand même, à ne pas effacer ses partenaires, et ça c'est super fort. On ne voit que lui, en même temps, il est avec eux, il prend pas trop l'ascendant sur eux, et ça c'est vraiment génial. Et dans la deuxième partie, c'est Thierry Ansys, comme tu le disais, qui est glaçant, qui est terrifiant, qui fait très très peur, et il a une espèce de présence physique qui est absolument magique. Je trouve que, bon, tout le monde et tous les autres sont aussi très bons. J'ai en revanche un petit bémol, c'est-à-dire que je trouve que sur la première partie, cette scène de vie, de joie, s'étire un peu en longueur. Au bout d'un moment, on a un peu compris. Ah, moi j'en aurais bien repris une demi-heure. Non, pas du tout. Et à contrario, c'est dans la deuxième partie. D'ailleurs, j'ai regardé ma montre quand ça a commencé. Je me suis dit, ok, il est 10h. En fait, ça se termine dans 1h15, mais finalement, c'est court. Et là, j'ai trouvé que la tension aurait pu arriver beaucoup plus lentement, la peur, parce qu'on arrive très vite en fait à ce retournement de situation. On comprend très vite que l'évêque et sa sœur sont des pervers, sont des êtres noirs. Et la servante, Anna Sarnica, on le comprend un peu plus tard. Mais j'ai trouvé qu'on aurait pu distiller ça beaucoup plus lentement. J'ai trouvé que ça allait trop vite, cette deuxième partie. Et j'aurais aimé avoir peur plus longtemps. J'aurais aimé me poser beaucoup plus de questions sur ces deux personnages, sur ce qu'il arrivait à Fanny, à Alexandre et à leur mère. Et moi, là, je l'aurais pris volontiers un petit peu plus. Non, mais c'est peut-être plus masochiste. C'est vrai que c'est très haché, c'est-à-dire il y a le côté pile, côté face, et c'est pas, ça dure presque 2h45. 2h45. C'est vrai que c'est déjà très très long, et ça aurait été beaucoup plus difficile de faire plus long avec plus de nuances. Donc elle a pris ce parti pris de faire côté pile, côté face. Côté face, ouais. J'aurais peut-être, personnellement, j'aurais vu un côté joyeux plus court. Théâtre côté cœur, d'accord Non, moi j'ai bien aimé l'équilibre entre les deux parties, ça m'a pas du tout gêné. Moi, c'est la scène où il bat
Alexandre. Oui. Bon, moi, j'ai trouvé que c'était trop long. Enfin, Toute violence est trop ouais, cette violence, c'était... Ouais, Mais on Mais comprend après- très vite qu'il est nocif. Et ce qui est intéressant aussi, enfin ce que j'ai trouvé aussi intéressant, c'est que toutes les générations que l'on a dans la pièce se retrouvent aussi dans les comédiens, dans la troupe du français, avec les jeunes qui sont conviés pour jouer Fanny et Alexandre. Et les jeunes étudiants aussi. Et les jeunes étudiants qu'on voit souvent, qui sont souvent distribués pour des petits rôles, mais qui... Ouais, ils ont beaucoup de texte. Enfin, Oui, ils par ont du rapport à texte. certains, Ouais. je trouvais ça très bien. Et il y a comme cette passation qui se fait entre Oscar et le reste de la troupe, qui se fait aussi là sur scène entre les comédiens du français, de Denis Podalides à Rebecca Marder et Jean Chevalier. Et je trouve qu'il y a cette osmose, et comme tu le dis, il y a cette qualité de travail de groupe, de troupe, qui est d'un naturel qui est absolument c'est incroyable. stupéfiant, Ouais. ouais, tout à fait. Bon, moi, je tiens juste aussi à mettre un petit peu en avant un de mes acteurs préférés du français, qui est Noam Morgenstern, qu'on voit beaucoup trop rarement, et qui, encore une fois, dans un petit rôle, Tout petit est rôle. absolument impeccable. C'est vrai, il a souvent des petits... Il est impeccable. Donc, j'attends le moment où on va lui donner un très, très, très grand rôle dans une très, très, très grande pièce au théâtre français. Ceci est un appel, Éric Ruff, si vous nous entendez. Sur cet appel du pied clairement avoué, je rappelle donc que Fanny et Alexandre de Julie Deliquet est présentée dans la salle Richelieu de la Comédie Française du 9 février au 16 juin. C'est un texte d'après Ingmar Bergman, avec dans la distribution donc Claude Mathieu, Véronique Vella, Thierry Ancis, Anne Kessler, Florence Viala, Denis Podalides, Laurence Stocker, Elsa Lepoivre, Julie Sicard, Hervé Pierre, Gilles David, Noam Morgenstern, Anna Serlinka, Dominique Blanc, Rebecca Marder, Julien Frison et Jean Chevalier. Avant toute chose, Théâtrelle voulait nous partager son coup de cœur de la soirée. Donc Théâtrelle, c'est à toi. Moi, j'ai eu un gros coup de cœur pour une pièce qui est actuellement en tournée. C'est Le jeu de l'amour et du hasard, mise en scène par Catherine Yegel. Je l'ai vue à Sartrouville. Alors, c'est un coup de cœur pour la pièce qui est formidable, mais surtout et avant tout pour deux de ses comédiens. Alors, la première, c'est Laure Calamy, qui faisait partie de la création. Elle joue Lisette, qui se fait passer pour Sylvia. Et j'ai trouvé que Laure Calamy était candide, espiègle, naïf dans le sens où c'est une jeune servante qui est totalement dépassée par la farce qu'elle joue au prétendant de sa patronne. Elle est tout à fait hilarante dans ses paroles, dans ses mimiques, dans ses gestes, quand elle se fait passer pour une femme du monde et qu'elle tombe parce qu'elle n'arrive pas à tenir la pose. Et moi qui ne la connaissais qu'à travers la série 10%, où elle est excellente, je découvre ici une comédienne qui est vraiment faite pour les planches. Elle est merveilleuse. Et mon autre coup de cœur dans cette pièce, c'est Emmanuel Noblet qui remplace Nicolas Maury, que je n'avais pas vu dans la création. Et je trouve qu'il est absolument parfait dans son personnage. Également, transi d'amour, c'est un noble ou un aristocrate qui se fait passer pour un valet, pour pouvoir voir à quoi ressemble sa promise. Et il tombe dans le piège, c'est-à-dire qu'il tombe fou amoureux de cette servante, pensant qu'elle est Lisette, la servante, mais en réalité c'est Sylvia. Et il est complètement terrassé par ce coup de foudre et anéanti parce que sa raison, quelque part, lui interdit de tomber amoureux d'une servante. Et on le voit, on voit Emmanuel Noblet qui est complètement déchiré, pris par le doute. Et quand il finit par s'abandonner et se jeter aux genoux de Clotilde M, moi j'avais la chair de poule. Il s'abandonne totalement à cet amour, on le sent vibrer, on le sent trembler. Il est complètement habité, il y a une espèce de passion en lui qui est vraiment épatante. Et en plus, comme il reprend ce rôle, que je crois que c'était la première fois qu'il le jouait à Sartrouville, je trouve que pour une première, on l'a vu à la première, il était absolument magistral. Et vraiment, je me suis dit, mais waouh, je l'avais déjà vu dans Réparer les vivants, bien sûr, et cet été à Busan. Et oui, je vais vraiment suivre ce comédien parce qu'il est incroyable. Et j'ajouterais, si tu permets, j'ai vu les deux versions. Lors de la création, j'avais une seule réserve, c'était justement Nicolas Maury. Et d'avoir vu Emmanuel reprendre le rôle, franchement, là, on touche à la perfection. Vraiment, pour l'ensemble de la pièce, il est vraiment éblouissant. Oui.
Je suis Je aussi plus sois. amoureuse que toi. Voilà. Eh bien, Emmanuel Noblet, si tu nous entends, tu as des fans. Pour ce deuxième spectacle de la soirée, nous allons parler du nouveau spectacle d'Arnaud Meunier, présenté au Théâtre du Rond-Point, qui met en scène un texte de Fabrice Melchior, qui donc situe l'action à l'aube des attentats du Bataclan. Donc, Aîné doit soutenir son père qu'un cancer emporte. Les deux hommes tentent d'atteindre un pays rêvé. Fabrice Melchior propose une réécriture contemporaine du célèbre récit de Virgile, qui expose un monde d'aujourd'hui en mouvement. Je cite donc un tweet de Vincent Moisselin qui dit « Bravo Arnaud Meunier pour ce spectacle très réussi au Rond-Point. J'ai pris mon père sur mes épaules. Une très belle distribution et plein de choses intéressantes. Applaudissements très nourris ce soir. » Donc pour en parler avec nous, Théâtre Côté Cœur et Aparté. Alors moi je suis assez partagée. En fait, la pièce est vraiment beaucoup trop longue. Le propos est très intéressant. La langue, le texte de Fabrice Melchior est beau parce qu'il mêle vraiment la façon de parler contemporaine et moderne à ce côté très poétique en fait de cette Odyssée et de ces grandes fables en fait. Ces mythes fondateurs en fait qu'on connaît et qui sont un peu ancrés dans la mémoire collective. Donc ça j'ai beaucoup aimé. Je trouve qu'il est très fort pour diriger les comédiens. Il y a un très bel ensemble. Enfin vraiment c'est une belle troupe. Il y a notamment une scène, la scène de la fête dans la petite pièce qui est très très belle, très émouvante. Donc ces comédiens sont merveilleux. Ça aussi il faut le dire. Donc Philippe Torreton qui est parfait dans ce thème toujours. Qui joue donc ce père qui a un cancer du genou, comme il dit, un cancer ridicule. Et avec ce fils, donc c'est un jeune que j'ai trouvé assez formidable, qui s'appelle Morin Aulès, qui a une très belle voix, un très beau phrasé. Voilà, donc vraiment l'ensemble est magnifique, mais c'est vraiment très long. Moi à chaque fois je me suis dit tiens là ça va s'arrêter et c'est beau et voilà et on a tout compris et en fait, ça va en longueur. Et donc, je trouve que ça... Enfin, moi, à la fin, vraiment, la pièce, elle m'a terrassée, quoi. J'en pouvais plus, j'avais envie de partir. Je trouvais que, du coup, il y avait beaucoup trop de choses, beaucoup trop de thèmes. Parce qu'en fait, c'est vers la fin qu'on apprend que la pièce se passe au moment des attentats du Bataclan. Enfin, que l'histoire se termine là-dessus. Et donc en fait on se dit que c'est un peu poussif, ça amène encore un autre thème, alors finalement le thème c'est j'ai pris mon père sur mes épaules, c'est-à-dire du fils au père, le père qui est mourant, le fils qui va reprendre un peu le flambeau, enfin ce que j'ai compris. C'est vrai qu'il y a beaucoup de thèmes, alors c'est intéressant, mais presque je dirais c'est un travail presque trop perfectionniste et du coup il manque un peu ce côté, ce souffle en fait, cette fougue peut-être d'un travail, moi j'aurais dit plus poétique. C'est dommage, enfin, il y a beaucoup trop de thèmes. Je ne sais pas si c'est ce que tu as Alors ressenti. effectivement, il a voulu y mettre beaucoup de choses. Enfin, si on peut faire une liste, il y a la filiation, la maladie, l'accès aux soins, les mères célibataires, le consentement des relations hommes-femmes, l'homosexualité, vieillir dans la pauvreté, Oui. l'amour, l'amitié, la trahison dans l'amitié, l'autre, l'étranger, la vie dans les cités, la difficulté. On trouve effectivement tout ça. On peut se dire, on peut avoir l'impression qu'il a voulu tout y mettre et que c'est un peu fourre-tout. Or, c'est juste la vie. Alors, pour moi, je l'ai ressenti comme ça. C'est une. Alors, il y a tout le lyrisme, la poésie que tu décris du texte et du phrasé de Melchior qui se mélange à merveille avec la façon de parler des cités, où il y a un naturel qui est absolument extraordinaire. Et puis, il y a surtout pour moi, alors cette histoire, enfin, le fait de le rattacher aux attentats, je trouve que c'est presque une erreur par rapport à l'histoire. Ça arrive à la fin, on pourrait très bien s'en passer. L'histoire de cette filiation de ce fils qui va accompagner son père, essayer de l'emmener vers ce Portugal rêvé pour découvrir une vie meilleure, quoi, on ne sait pas. En tout cas, sortir de cette banlieue de Saint-Étienne qui est en train de partir en décrépitude suite à un tremblement de terre. Enfin, c'est la société qui tombe en déliquescence avec ce tremblement de terre qui va fissurer les maisons et les relations qui se fissurent aussi. Il y a beaucoup de symboles. D'ailleurs, le décor est très très beau. Je trouve que ce bloc qui tourne et où on retrouve tout ce qui fait un immeuble, ces appartements très petits, la cage d'escalier, la cour que l'on arrive bien à visualiser aussi, même si elle n'est pas là.
tout est réaliste dans cette description de la banlieue. Et cette histoire de filiation, cette histoire qui suit l'Énéide, se suffit à elle-même. On n'a vraiment pas besoin de faire référence aux attentats. Ça m'a gênée, je suis d'accord avec toi. Et ça rajoute effectivement quelques longueurs. Après, moi, j'ai trouvé que c'était un spectacle qui peut paraître sombre parce qu'on est dans un contexte, effectivement, ce père qui dit avoir ce cancer au genou, le pire des plus crétins des cancers. Mais il y a tellement d'amour dans cette communauté, de générosité, que ça rejaillit sur moi. Enfin, moi, j'ai été vraiment très, très touchée. J'étais touchée par la langue de Melchior et j'ai été touchée par l'harmonie de cette troupe. Est-ce que tu n'as pas trouvé quand même qu'il manquait de rédemption ? Moi, ce qui m'a un peu choquée, je trouve qu'on reste beaucoup dans les faibles restent des faibles, les oubliés restent des oubliés. Et ça m'a embêtée parce que je me dis justement, quand on représente quelque chose au théâtre, l'idée c'est aussi de donner l'espoir d'une certaine manière, et je trouve qu'à la fin le jeune fils finalement paraît complètement perdu. Donc à la fin j'ai eu l'impression aussi qu'il y avait un lien avec donc en fait son père meurt au bord de différents pays. Dans une aire d'autoroute. Donc moi j'y ai vu aussi un peu les migrants, enfin ce côté dans quel pays vit-on, où peut-on rentrer. Lui finalement il meurt dans une voiture seule, abandonnée. Enfin il y a ce côté aussi un peu j'ai ressenti ça aussi quand Rachida Brakni dit le dernier texte à la fin aussi, qu'elle parle au public. Mais voilà, encore une fois, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de thèmes et je suis ressortie en me disant, mais finalement, quand on va voir ça, on se dit que quelle rédemption, quel avenir pour ces gens-là, en fait. Et moi, j'ai trouvé ça terrible, en fait, de la part d'un auteur de Les Clous au pilori comme ça. Melchior n'est jamais très très gai non plus. Hein. Oui, c'est vrai. Donc je pense qu'il est vraiment, il reste fidèle à lui-même. La fin, Rachida Brakni qui dit saying it so, it ends so en français, mais qui le dit, qui le chante pas. J'ai entendu les paroles comme je les avais jamais entendues. Elles m'ont vraiment touchée. Alors que c'est une chanson que j'adore. Non, je trouve qu'il y a quand même une lueur d'espoir à la fin. Parce que voilà, cette communauté va rester soudée quand même autour de oui, ce c'est vrai fils que la communauté est très belle et très soudée. Qui part vers un nouvel avenir. Eh bien, en tout cas, rédemption ou non, aspergé d'amour et de générosité, c'est ce que nous retiendrons de J'ai pris mon père sur mes épaules, du 13 février au 10 mars au Théâtre du Rond-Point, avec un texte de Fabrice Melchior, mis en scène par Arnaud Meunier, avec, par ordre d'apparition, Rachida Brakni, Philippe Torreton, Morin Ollès, Vincent Garanger, Federico Semedo, Bénédicte Mbemba, Riyad Gami, Nathalie Mater. Avant toute chose encore, Théâtre Côté Cœur, tu voulais nous parler d'un coup de cœur. Je voulais partager avec vous un coup de cœur pour un spectacle de danse, parce qu'on ne parle pas assez de danse chez Radio Mortimer. Et donc ce spectacle, c'est une création d'Angelin Prel-Jocage de juillet 2018, qui s'appelle Gravité. C'est le deuxième spectacle que je vois cette année sur le thème de la gravité. Le précédent était Vertical par Mourad Merzouki, qui m'avait déjà enchanté à la Villette, à la grande halle de la Villette, oui. Mais qui est tout de suite complètement dépassé par Gravité, qui en termes de beauté et d'émotion m'a complètement subjuguée. Il y a alors on est sur le thème de la légèreté, du rapport des forces dans l'univers et ce qui nous retient, ce qui nous raccroche à la terre ou pas. Et cette pièce pour 13 danseurs et danseuses est juste un rêve. Voilà, j'ai pas d'autres mots. Les tableaux sont d'une beauté incroyable. C'est fini pour ce qui est des représentations à Chaillot, il n'y avait que quelques dates. Le spectacle a quelques dates de tournée. Il sera à la Criée à Marseille du 3 au 9 avril. Amis marseillais, si vous n'avez pas encore réservé, allez-y. Comme c'est une création et qu'il y a d'autres spectacles de la troupe qui tournent, il n'y a pas encore beaucoup de dates. Je suis sûre qu'on va le retrouver dans la saison 2019-2020 et au-delà. Moi, j'y retournerai avec plaisir. Je ne peux pas vous le décrire parce qu'il faut le voir pour vraiment l'apprécier, et c'est un pur bonheur. Voilà, si vous voulez rêver, allez voir Gravité. Peter
Peter Stein, géant du théâtre, ancien directeur de la Schaubühne, revient à Paris pour mettre en scène un classique parmi les classiques, Le Misanthrope de Molière avec Lambert Wilson et sa perruque dans le rôle titre. En opposant à la vanité du monde l'amour absolu d'Alceste, Lambert Wilson donc, pour Célimène, Molière exprime une intransigeance, un idéalisme qui défieront le temps. Faut-il fuir ce que l'on exècre et se retirer du monde, ou sommes-nous condamnés à composer avec nos semblables? Je cite un tweet d'Anne Angelo qui dit « Retour sur le misanthrope au théâtre libre, une évidence, Lambert Wilson est incandescent, il faut aller voir le spectacle pour lui, après, la vision de Stein peut décevoir. » Pour en discuter avec nous ce soir, aparté, toujours, Le Galopin et Roger 42. Est-ce que vous pensez que la vision de Stein peut décevoir aussi? Oui, moi j'avoue que j'ai été, pour un metteur en scène de cette trempe, j'avoue que j'ai été déçu par la vision qu'il présentait de cette pièce. Bon, c'est vrai que c'est une vision ultra classique, jusque dans la scénographie. C'est vrai qu'on entend le texte de Molière et il est là, que les comédiens sont globalement bons, bien dirigés, bon, il y a des beaux costumes, mais pour le reste... Et des perruques. Et des perruques, voilà. Mais pour le reste, c'est vrai que, à la limite, on ne sait pas que c'est Peter Stein qui a dirigé, quoi. Ça pourrait être... Moi, j'ai eu l'impression un petit peu de... Je reprends l'expression parce que je l'ai entendu quelque part, d'être à une matinée classique à la Comédie Française... il y a quelques années, c'est vraiment, franchement, il n'y a aucune créativité, il n'y a aucune inventivité, sauf à la fin. Là, il y a un petit truc qui fait que ça sort un petit peu, mais... Roger, je te vois douter. Ah oui, moi je ne suis pas du tout d'accord. C'est pas une matinée classique, c'est la mise en valeur d'un texte de quelqu'un qui a tout compris. Peter Stein, il a remis Alceste au centre de sa pièce. Et avec son caractère, ses doutes, c'est quelque chose de fantastique. J'avais une grosse appréhension en allant voir la pièce parce que les classiques et moi, on n'est pas toujours copains, clairement. Et là, ça a été un plaisir, mais quelque chose d'énorme. Lambert Wilson, il est fantastique. J'ai pas aimé sa perruque, par contre, je préfère préciser tout de suite. Mais il a saisi le texte et il a réussi à y mettre une dose de fragilité dans Alceste. Et Alceste, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, que j'aimais vraiment beaucoup quand j'étais étudiante, que j'ai laissé tomber après, et là je l'ai retrouvé, mais alors avec un plaisir inavouable. Et cette mise en scène dépouillée, justement, c'est pour vraiment mettre en valeur le texte et les intentions de Molière, et moi j'ai vraiment adoré. Aparté, est-ce que tu es copine avec les classiques? Oui, beaucoup. Mais là, c'est vrai que j'ai été très très déçue. J'avais vu le Tartuffe de Peter Stein, auquel on avait reproché aussi d'avoir aucune vision. Mais je pense que le duo, en fait, Weber-Arditi donnait tout. Et puis l'histoire aussi. Moi, j'ai toujours été très amoureuse de Alceste. Je trouve qu'il a un côté romantique à la Russe, à la Tchekhov. Et là, j'ai pas du tout retrouvé ce Alceste. Je l'ai trouvé tout de suite très ridiculisé, très ridicule, voire pathétique. Et en fait, j'ai été, je pense, tout de suite assez hermétique, moi aussi, finalement, à ce Alceste. C'est vrai que cette perruque, je trouve, va pas du tout à Lambert Wilson. Enfin, moi, ça m'a un peu choquée. Et puis aussi, surtout, cette mise en scène est très froide. C'est d'une tristesse. En fait, on est dans une espèce de galerie des glaces. Ce décor reste inchangé, donc à part à la fin. Mais je ne révélerai pas la fin. On aime ou on n'aime pas. Mais vraiment, ça donne en fait des comédiens assez statiques. Moi, j'ai eu l'impression que finalement, ils couraient un peu dans tous les sens, ils gesticulaient, ils ne savaient pas trop comment habiller finalement, outre le texte qui est effectivement merveilleux. Mais la première scène d'introduction, donc le texte est magnifique, mais d'une longueur. Moi, honnêtement, je vais, comme nous tous ici, on va avoir des spectacles de 6 heures de plus, et je me suis ennuyée. Vraiment, j'ai eu beaucoup de mal à tenir. Et on sent que Lambert Wilson essaye de tout tenir sur ses épaules, et c'est difficile. Je suis pas du tout d'accord. C'est une troupe, c'est pas que Lambert Wilson. Ah non, mais ça, je l'ai pas encore dit. Je suis d'accord que les comédiens sont bons, etc. Mais moi, j'ai vraiment ressenti ça quand même. J'ai vraiment ressenti qu'il portait la pièce sur ses épaules et que c'était dur et qu'il souffrait. Et moi, je souffrais avec lui. Et heureusement, voilà, il y a quelques... Moi, Célimène, par exemple, je l'ai trouvée... je sais pas, déjà, elle prend une toute petite voix, on l'entend pas.
Et je la sentais un peu engoncée, soit dans le texte, soit dans son costume. Voilà, il n'y avait pas de fougue en fait. Moi, c'est ça qui m'a manqué. Il n'y avait pas de fougue dans cette pièce. Il n'y avait pas de fantaisie. Il n'y avait rien pour détourner l'attention. Il n'y avait pas de gadget. Il fallait se concentrer sur le texte. A priori, c'était son intention. Chez moi, ça a très bien marché. Maintenant, je peux comprendre que ça ne marche pas chez tout le monde. Parce que cette sobriété qui est limite un peu glaçante, c'est glaçant, ouais, ça peut déranger. Ça, je peux le comprendre. Mais franchement, les comédiens étaient tous superbes. Hein. Les costumes qui amenaient une petite touche de fantaisie dans cette sobriété, c'était sympa. D'ailleurs, les costumes sont, il faut les citer, d'Anna Maria Henrich et les perruques d'Alexander Kainz. J'insiste sur les perruques. Non, c'est vrai que les costumes sont très beaux. Ça, je suis d'accord. Le Galopin, tu as quelque chose à nous dire? Ben oui, moi je suis un peu... Bon, comme j'ai trouvé qu'il n'y avait pas assez de fantaisie, etc. Moi je suis resté sur une mise en scène qui m'avait beaucoup plu du Misanthrope, qui est celle de Michel Faux. Il y a la mise en scène baroque qu'avait fait Michel Faux du Misanthrope il y a 4 ans au Théâtre de l'Œuvre. Et puis c'est vrai que c'est une œuvre qui est montée tous les ans, pas d'année, sans qu'il y ait que le Misanthrope soit monté. Bon, cette année il y en aura 2, hein, puisque il y a celui de Peter Stein et celui d'Alain Françon qu'on verra à la rentrée, je pense, au Théâtre de la Ville. C'est un peu difficile aussi à chaque fois de trouver un éclairage nouveau, quelque chose d'un peu créatif sur cette pièce. Bon, donc Lambert Wilson... Si, je veux rajouter quelque chose. Moi, j'aime beaucoup Brigitte Catillon et je trouve qu'elle est formidable en Arsinoé. Et moi, je parlerai de Manon Combe, qui était déjà excellente en Dorine dans Le Tartuffe et qui, là, est d'une beauté, elle est ravissante, elle parle bien, enfin, je la trouve assez exceptionnelle, Manon Combe. Alors, moi, ce sera Jean-Pierre Malo en Oronte. Parce que, alors, c'est vrai. Quand il nous fait son sonnet, mais alors, c'est grandiose. Oui. Une scène fantastique. On s'amuse beaucoup grâce à lui, ça, c'est vrai. Oui. Le Misanthrope, mis en scène par Peter Stein en ce moment au Théâtre Libre, avec Lambert Wilson, la perruque de Lambert Wilson, Jean-Pierre Malo, Hervé Briot, Brigitte Catillon, Manon Combe, Pauline Chevilly, Paul Minthe, Léo Dussolier, Patrice Dosier, Jean-François Lapalus et Dimitri Viau. Merci à tous nos chroniqueurs d'avoir parlé de tous ces spectacles. Et là, j'aimerais donner la parole à quelqu'un qui n'est pas autour de la table et qui va venir nous rejoindre pour parler d'un tout autre spectacle, d'un coup de cœur. 2 coups de cœur. 2 coups de cœur? Ouais. Mon Dieu, nouvelle claque, dis-nous en plus, on est super curieux. Alors, je voudrais parler de 2 spectacles. Je ne vais pas vraiment parler des spectacles en eux-mêmes, mais de ce qu'ils m'ont apporté, de ce que j'ai trouvé super intéressant. Donc en fait, je voudrais vous parler de La Duchesse d'Amalfi, donc de John Webster, et de La vie est un songe de Calderon, qui sont 2 pièces qui datent du siècle de Shakespeare. Le grand Shakespeare qu'on voit très souvent monter, mais on voit un peu moins les Calderon et John Webster en question. Donc une des 2 pièces est plutôt théâtre élisabétain pour faire court, et une est plutôt dans le théâtre baroque espagnol, puisque Calderon est un dramaturge espagnol. Et donc ce sont 2 pièces de troupe que j'ai vues récemment, 2 pièces de répertoire un petit peu moins connues. Celle de Calderon, La vie est un songe, traite surtout de l'illusion de la réalité, du songe et la découverte de la liberté par un être qui en a été privé par son père. Donc on est dans les 2 pièces dans des univers de cour avec des nobles. Donc dans Calderon, La vie est un songe, juste très brièvement, c'est donc l'histoire d'un fils qui a été, donc le fils du roi qui a été privé par son père de sa liberté parce qu'une prophétie disait que ce fils allait devenir un tyran. Et donc c'est toute une histoire où le père se repent et donne une chance à son fils de monter sur le trône. Et La Duchesse d'Amalfi qui traite plutôt donc justement à l'inverse, non pas de la découverte de la liberté mais de la perte de la liberté d'une duchesse qui subit en fait les foudres de ses frères. Après s'être remariée en cachette, on lui avait défendu donc de se remarier, elle le fait, et donc toute la pièce traite de cette vengeance des 2 frères. Donc ce sont 2 pièces avec une langue, avec une richesse vraiment assez incroyable et qui est parfois rude et parfois poétique, avec des thèmes super denses. Ce sont 2 pièces avec des cadres classiques, mais aussi des pièces de troupe avec, pour le coup, dans les 2, des mises en scène qui étaient très esthétiques et assez contemporaines.
Notamment, il y a dans la pièce La Duchesse d'Amalfi tout ce qui est un peu les atours des mises en scène contemporaines d'aujourd'hui. Donc on a les micros, on a l'utilisation aussi à un moment donné de lampes de poche. Ils ont aussi créé des panneaux coulissants qui font qu'on a une coulisse qui est au milieu de la scène. Donc on a des rentrées qui sont un petit peu différentes. Donc il y a en même temps tous ces univers très classiques et qui rencontrent des troupes et qui rencontrent des metteurs en scène. Et moi, j'étais vraiment ravie de découvrir d'autres pièces de répertoire qu'on ne voit pas forcément. C'était un plaisir d'écoute, plaisir de voir que ces pièces peuvent encore rencontrer un écho. Elles peuvent être mises en scène intelligemment avec des attributs scéniques très contemporains. Et du coup, j'espère également que les acteurs qui étaient dans ces pièces, et dont certains que je commence à suivre, notamment Makita Samba, donc, qui a le rôle principal de Sigismond dans La vie est un songe, et également François de Brouwer et Éléonore Jonquez, que j'ai découvert cette année et qui étaient dans La Duchesse d'Amalfi, vont continuer à faire de belles pièces et qu'on va continuer à voir de plus en plus de mise en scène de ces pièces de répertoire qui ne sont pas forcément les plus connues et qui tournent en France dans des scènes comme par exemple la scène de Saint-Brieuc où j'ai vu La Duchesse d'Amalfi. Donc voilà, un grand bonheur de sortir un petit peu des classiques et des classiques connus, on va dire, et de voir des belles pièces mises en scène savamment avec des troupes larges. Eh bien, merci Nouvelle Claque de nous avoir décrit ces belles pièces mises en scène savamment avec des troupes larges. On pourra voir La Duchesse d'Amalfi au Théâtre Montansier à Versailles la saison prochaine, je pense. Ah, bah super. C'est bien noté. Le quatrième spectacle dont nous parlerons ce soir est donc une mise en scène de Rabbit Hole, texte de David Lindsay Haber, présenté au Bouffe Parisien pour encore quelques dates. Dessaisis de l'être le plus cher, comment dès lors retrouver le cours de sa vie, Becky et Howard tentent chacun à leur manière de surmonter la mort accidentelle de leur fils, survenue 8 mois auparavant. Mais quand le 3 redevient 2, avec cet abîme qui les lie autant qu'il les sépare, la tâche semble immense. Pour Becky, le temps suspendu va pourtant devoir reprendre son mouvement alors que sa sœur annonce sa grossesse et qu'un jeune lycéen impliqué dans l'accident cherche à la rencontrer. Je cite là un tweet de Nathalie Lefranc 2. Bravo et merci Julie Gaillet pour cette extraordinaire performance dans Rabbit Hole. Quelle émotion sur le deuil d'un enfant. Merci vraiment, tous les comédiens sont au top. Pour en parler avec nous ce soir, le galopin toujours, Théâtrelle de retour, Titi Katiam qui vient nous jouer des mauvais tours. C'est ton tour. Alors moi je suis plutôt d'accord avec ce tweet. J'ai trouvé la pièce assez fine et délicate sur ce sujet qui est lourd et qui pourrait être traité avec beaucoup de pathos. Et on est là quand même dans une légèreté, dans une beauté, avec une alternance de duos extrêmement poignants et de scènes de groupe. Qui alternent moments d'humour, qui dédramatisent toute la situation, et moments plus poignants. Et ces moments d'émotion naissent justement de maladresse d'humour qui font naître l'émotion. Et montrent toute la complexité de sortir de cette situation tragique et toute la complexité du phénomène de résilience. Néanmoins, j'ai une réserve justement sur cette scène de groupe, et en particulier avec une comédienne que j'ai trouvée absolument nulle, voilà, qui m'a dérangé dès les premières minutes et tout au long de la pièce, avec un jeu qui était absolument faux, et qui est Lolita Chama, que j'ai trouvé, dont on voyait toute la volonté qu'elle mettait à surjouer l'excitation, la fille décalée. Et ce grain de sable a gêné toute mon appréciation de la représentation. Et voilà, il m'a profondément gêné, même après le spectacle. J'ai trouvé que c'était vraiment une énorme erreur de casting, parce que le personnage est certes difficile à interpréter, mais elle était dans un excès de jeu et une fausseté constante. Alors que les 4 autres comédiens sont pour moi vraiment prodigieux.
en particulier Patrick Catalifo et Christiane Coandi qui est simplement extraordinaire de par sa fébrilité, son intensité et la dimension qu'elle donne à chaque intention. Alors pour la défense de Lolita Chama, je dirais qu'elle a le rôle le moins intéressant et le moins profond de la pièce, c'est-à-dire que Julie Gaillet joue le rôle d'une mère qui a perdu son enfant, donc c'est un rôle qui a beaucoup de profondeur, elle a beaucoup de choses à donner. Patrick Catalifo également, et ce père qui lui aussi a perdu son enfant. Christiane Coandi, c'est cette mère qui est un peu faux-folle et en même temps qui a vécu elle aussi un deuil. Il y a l'adolescent qui lui a percuté l'enfant, donc il a cette culpabilité. Et Lolita Chama, elle joue le rôle de Izzy, la sœur de Becky, qui est effectivement un peu faux-folle et c'est difficile effectivement de lui donner de la profondeur. Moi, je ne l'ai pas trouvée mauvaise, je ne l'ai pas trouvée dans le surjeu, mais je dirais qu'elle a le rôle le moins intéressant et qui est tellement contrastant que c'est difficile d'accrocher. C'est un rôle qui est sans aspérité, mais je ne suis pas sûre qu'on puisse lui reprocher à elle uniquement. Je pense que c'est dû à l'écriture En tout cas, et qu'elle n'est pas tombée sur le rôle intéressant de la c'est pièce. vraiment la prestation de l'actrice qui m'a gênée parce que le rôle, on en voit des sœurs comme ça, originales, décalées, qui ne rentrent pas dans les codes. Et c'est vraiment la prestation de l'actrice qui m'a dérangée et dont j'ai trouvé la moindre intonation en décalage avec ce qu'elle devait faire, quoi, avec une fausseté permanente. Le galopin, moi, je ne suis pas d'accord sur Lolita Chama. Je trouve que les 5 personnages sont en parfaite osmose, qu'ils jouent parfaitement ensemble et qu'ils sont tous émouvants. Bon, effectivement, le rôle de Lolita Chama, c'est peut-être le plus difficile à tenir avec celui du jeune, mais moi, je n'ai pas trouvé qu'elle était en décalage avec les autres. Non, moi non plus. Je ne parlerai pas de décalage, mais en tout cas, je suis d'accord, ils jouent ensemble, mais un jeu qui, pour moi, elle, m'a dérangé. Mais au-delà de ça et au-delà de Lolita Chama, je trouve qu'effectivement, il joue très très bien. Et je trouve que la mise en scène est très subtile. Il y a, comme tu le disais, ce serait une pièce qui aurait pu être jouée avec de la surenchère, avec du pathos. Elle est très bien écrite, donc effectivement, il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup de vie et d'espoir dans le texte et dans cette histoire. Et je trouve que la mise en scène n'exploite pas ça de façon totalement indue. Il y a beaucoup de pudeur, il y a beaucoup de retenue. Je trouve que cette maison, les couleurs sont très belles. L'utilisation de la vidéo est très très pertinente. Il y a des passages qui sont très beaux quand Patrick Catalifo revisionne éternellement cette cassette avec son fils. Quand on voit cet enfant courir et qu'on devine qu'il court vers l'accident, il y a quelque chose qui est très beau quand les murs se déchirent et qu'on voit cette chambre d'enfant. Je trouve que tout ça contribue à cette espèce de beauté de la pièce, cette espèce de douceur. On est dans une histoire très triste, mais en même temps, il y a beaucoup d'humour. Et ça, ces touches d'humour, elles sont aussi apportées par le personnage de Izzy. Et je pense que peut-être qu'on lui a demandé d'être un petit peu dans l'excès pour venir en contrepoint de la douleur et adoucir un peu la difficulté. Il y a du désespoir, il y a de l'espoir. Et je trouvais que tout ça était très bien fait. Et à la fin, moi, j'étais apaisée. C'est peut-être pas le terme adéquat, mais j'ai trouvé qu'il y avait une espèce d'apaisement à la fin. On se dit, ça y est, ils ont enfin trouvé un semblant de paix. Si tant est qu'on puisse retrouver la paix après la mort d'un enfant, je pense que c'est impossible. Mais une espèce d'équilibre qui permet de vivre avec le deuil et de franchir. Alors moi, je suis d'accord à peu près avec ce que tu viens de dire. Je trouve que la mise en scène, effectivement, elle est très subtile et qu'elle ne va jamais chercher une émotion facile. C'est fait avec beaucoup de pudeur, beaucoup de délicatesse et c'est jamais gratuit. Donc effectivement, il y a ces petites touches d'humour de temps en temps qui viennent un peu relâcher la pression et la fin, effectivement, ouvre vers la vie puisqu'il y a la réconciliation les retrouvailles de ce couple et puis il y a le fait que la sœur de Becky choisit de garder son enfant. Donc ça ouvre vers la vie et moi il y a 2 scènes qui m'ont particulièrement touchée. C'est celle des retrouvailles de la mère avec Becky lorsqu'elle se réconcilie. Et puis ce qui m'a aussi beaucoup touchée, c'est la scène entre Becky et le jeune, là qui vient, qui se sent coupable et qui vient chercher
comme une espèce de pardon, de réconfort, et j'ai trouvé ces deux scènes-là très belles. Absolument, la scène avec le jeune est le point culminant de la pièce en émotion, une émotion ténue, mais tenue, où là, la prestation des deux acteurs est prodigieuse. Si au début de la pièce, j'avais aussi une minuscule réserve sur Julie Gaillet, que je trouvais un tout petit peu, justement, j'aurais voulu un tout petit peu plus d'émotion, on sentait, elle a développé une sensibilité progressive qui apparaît pleinement dans cette scène-là. Et c'est très beau ce passage, et là je trouve que c'est merveilleusement bien écrit. D'ailleurs, le titre de toute façon le dit, Rabbit Hole, quand il dit qu'il imagine que nous sommes tous dans des univers avec des univers parallèles, et que effectivement, après un trou noir, nous serions les mêmes, une autre vie, mais différente, avec des accidents de vie et des parcours différents. Et quand elle lui dit, je l'ai noté, si l'espace est infini, alors il y a des milliards de versions de vous et de moi. Lui, il lui dit ça, et elle lui répète, et là c'est juste une version triste de nous. Ce qui veut dire que quelque part, il y a une version heureuse et joyeuse de... Et moi j'ai trouvé ça d'une beauté. C'était absolument magnifique. Et je trouve que cette pièce est très très bien écrite, parce qu'il y a beaucoup de pudeur, et en même temps il y a plein d'ouvertures vers d'autres possibles, et c'est vraiment très très beau. Je rajouterais quelque chose, je trouve dommage que cette pièce-là n'ait pas trouvé son public, puisque malheureusement je crois qu'elle va s'arrêter un peu plus tôt que ce qui était prévu, et donc j'encourage tous les gens qui vont nous écouter à y aller pour les dernières représentations. Jusqu'au 10 mars, je crois. Jusqu'au 10 mars. Bien, merci pour ce mot de la fin. Beauté, pardon et trou de lapin pour ce spectacle au Bouffe Parisien du 17 janvier au 10 mars, avec un texte de David Lindsay Habert, adapté par Marc Lesage et mis en scène par Claudia Stavisky, avec sur scène Julie Gaillet, Patrick Catalifo, Lolita Chama, Christiane Cohandy et Renan Prévost. Avant de finir notre émission de ce soir, un dernier coup de cœur, je le crois. Yann Le Galopin, tu as quelque chose à nous dire? Oui, alors tout à fait. Il n'y a pas un coup de cœur, en fait, il y en aura deux. Mais c'est pour deux spectacles qui sont joués actuellement au Petit Saint-Martin. Bon, le premier est Girls and Boys, qui est une pièce de Denis Kelly et mise en scène par Mélanie Leray. Autour de la table, au début du spectacle, la comédienne invite 4 spectateurs, mais qui sont volontaires et qui resteront témoins, et donc qui n'auront pas à intervenir. Bon, elle raconte, elle fait un peu des confidences sur sa vie de jeune femme libre, sur la manière dont elle a rencontré son mari, et dont elle dit qu'il lui a tout de suite déplu. Ensuite, elle parle de sa vie, de son milieu professionnel, de la maison, de choses très banales. Et elle s'adresse de temps en temps à des enfants qu'on ne voit jamais. Petit à petit, au fur et à mesure de la pièce, on sent un peu un malaise s'installer, jusqu'au moment où ça bascule dans l'horreur. Bon, je ne vous raconterai pas le reste, mais c'est une description pratiquement clinique, avec des mots d'une sécheresse et d'une violence énorme pour décrire ce qui s'est passé. Et moi, j'ai trouvé que cette pièce était très forte. J'en suis sortie un peu sonnée. Et je trouve que Constance Delay est absolument formidable sur ce rôle. Alors, cette pièce-là, elle est jouée en alternance avec une autre qui s'appelle La vedette du quartier. Bon, je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu un film de Bertrand Blier qui s'appelait Préparez vos mouchoirs, avec Gérard Depardieu, Patrick Devers et Carole Laure, et avec un petit garçon qui avait à l'époque 13 ans et qui, devant le succès de ce film, est devenu la vedette de son quartier. Alors la pièce raconte un petit peu comment il est monté à Paris, comment il a galéré un peu, comment il a eu des bas et des hauts dans sa carrière, comment il a touché un peu à l'alcool, à la drogue, et comment il s'en est sorti. Et c'est drôle, c'est fait avec beaucoup d'autodérision et absolument sans aucune amertume. Et je trouve que le Riton Liebman, donc, qui est l'interprète, est absolument époustouflant de naturel. D'ailleurs, à certains moments, on se demande s'il joue le texte qu'il a écrit ou alors s'il improvise, tellement c'est fait avec aisance et naturel. Bon, ces deux spectacles-là sont joués jusqu'au 30 mars en alternance, c'est-à-dire une semaine à 19h et une semaine à 20h.
Et donc moi, ce que je vous encourage à faire, c'est d'aller voir les deux, un à 19h et l'autre à 20h. Merci Yann Le Galopin, on note. Donc, au sommaire de ce soir, nous avions donc Fanny et Alexandre, mise en scène de Julie Deliquet, d'après un texte d'Ingmar Bergman, du 9 février au 7 juin dans la salle Richelieu de la Comédie Française, avec une très grande distribution. Plein de gens. Puis, j'ai pris mon père sur mes épaules, au Théâtre du Rond-Point, du 13 février au 10 mars, avec un texte de Fabrice Melchior, mis en scène par Arnaud Meunier, avec tout autant plein de gens. Ensuite, nous avons parlé du Misanthrope, mise en scène de Peter Stein, avec, sans oublier, la participation de La Perruque de Lambert Wilson, en ce moment au Théâtre Libre. Et pour finir, Rabbit Hole, de David Lindsay Haber, adapté par Marc Lesage, mise en scène de Claudia Stavisky, jusqu'au 10 mars encore, au Bouffe Parisien. Merci au Théâtre de Jazet de nous avoir accueillis, merci à ce lieu chargé d'histoire, chargé de mémoires diverses, merci à ces fantômes, merci à La Perruque de Lambert Wilson, merci toujours au Trou de Lapin, et ça on adore. Et donc vous pouvez retrouver le Théâtre de Jazet à côté de la station République, desservie par plein de lignes de métro, et avec bientôt à l'affiche La mort d'Agrippine de Cyrano de Bergerac, mise en scène de Daniel Mesguich avec tout plein de gens comme tous les spectacles qu'on a vus ce soir. Et en ce moment, pour encore vraiment pas très longtemps, Le Faiseur de théâtre de Christophe Perton, avec notamment André Marcon, jusqu'au 9 mars. Voilà, donc c'est vraiment pas très longtemps encore, hein. Merci à toutes et à tous d'avoir été ici ce soir. Merci à Théâtre Côté Cœur, merci à Quatrième Mur, merci à Théâtrel, merci à Aparté, merci au Galopin, merci à Titi Katiam, merci à Nouvelle Claque, merci à Roger 42. Et merci à toi, Bertrand. Et merci à vous, c'est un plaisir. Bref, merci à toutes et à tous, et à bientôt pour la prochaine émission. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook, sur YouTube, partout, tout le temps, dans vos oreilles, frémissantes, frétillantes. On vous aime. À bientôt. À bientôt. Au revoir.